qui vont avoir des luxations de cristallin pour la forme sévère très, très précocement, vers 5-6 ans. Et donc, on pourrait faire le diagnostic assez rapidement, vers 5-6 ans. Et bien souvent, on passe à côté, on va opérer l'œil sans pour autant s'intéresser au problème du diagnostic, de savoir pourquoi il fait des luxations de cristallin aussi rapidement, aussi précocement. Et bien, les autres signes d'appel qui va être un signe vraiment assez caractéristique, parce que cette forme-là, c'est la forme la plus typique, la plus grave. Évidemment, ils ne sont pas tous dans cet état-là. Et donc, du coup, le signe d'appel, ça peut être les troubles vasculaires. Et ces troubles vasculaires sont aussi extrêmement précoces. C'est très rare que des patients ayant atteint l'âge de 30 ans n'aient pas eu un accident vasculaire qui peut être un accident vasculaire extrêmement grave. Donc ce sont des thromboses précoces qui touchent absolument tous les territoires, aussi bien les veines que les artères. Et du coup, si vous faites le diagnostic, qu'est-ce que vous allez trouver chez ces patients? Vous allez trouver une homocystéine, et on va voir ce que c'est que l'homocystéine. Donc j'ai décrit d'abord la maladie, mais avant de vous raconter pourquoi je trouve cette molécule et qui est cette molécule, qu'est-ce que cette molécule? Eh bien, je vais trouver une homocystéine dans le plasma extrêmement élevée, puisqu'elle va être supérieure à 100 micromolaires, alors que la normale est inférieure, en règle générale, à 15 micromolaires. On va donc parler de la forme classique, de la forme dite classique de l'homocysténurie. Et cette forme classique de l'homocysténurie, elle est due à un déficit d'une enzyme qui est la cystathionine bêta-synthase. Et on va voir quelle est cette enzyme, qui se transmet sur le mode d'autosolie récessive et dont la fréquence varie en fonction des pays. En France, on a une fréquence qui est plutôt de l'ordre de 1 sur 200 000. Et dans les pays d'Europe du Nord, eh bien, la fréquence est plus importante puisqu'elle est de 1 sur 65 000. Et 50%, alors ça c'est ce qui est dit dans la littérature, 50% des patients, vous allez voir que cette enzyme est une enzyme qui fonctionne avec un cofacteur, encore la fameuse vitamine B6, et que 50% des patients eh bien, sont sensibles à la vitamine B6, c'est-à-dire qu'avec un simple apport de vitamine B6, vous les traitez et vous les soignez. La seule chose, c'est qu'il faut prendre cette vitamine B6 à vie, mais s'ils en prennent, ils sont complètement normalisés. Alors 50% c'est exagéré, c'est ce qu'on trouve dans la littérature, mais en France on est plutôt de l'ordre de 25 à 30% de patients qui sont sensibles à la vitamine B6. Alors cette enzyme qui est la cystathionine bêta-synthase, que je vais vous placer dans son contexte de la voie métabolique des acides aminés soufrés, j'y arrive petit à petit pour que vous ne hurliez pas quand vous allez voir le cycle métabolique qui est un petit peu chargé, un petit peu lourd. Eh bien il catalyse la condensation de cet acide aminé qui est l'homocystéine, qui va apparaître comme intermédiaire au cours du métabolisme de la cystéine à partir de la méthionine. Donc c'est une condensation mucine-acérine pour former une autre molécule qui va être la cystathionine et qui fonctionne avec un cofacteur obligatoire, la fameuse vitamine B6, toujours sous forme de phosphate de pyridoxal. Donc simplifier encore cette voie métabolique, la méthionine, acide aminé essentiel, qui va participer à la synthèse des protéines, eh bien la méthionine, elle va permettre, à partir de la méthionine, on va pouvoir synthétiser la cystéine, autre acide aminé soufré, qui simplement la méthionine avec un carbone en moins et un méthyle en moins. Mais pour passer de là à là, eh bien on va passer par un intermédiaire métabolique qui est un acide aminé, qui est simplement la méthionine qui a perdu son méthyle, qui est l'homocystéine. Et quand je vous ai défini cette maladie qui était l'homocysténurie classique, eh bien j'ai un déficit juste ici en aval de cette molécule d'homocystéine. L'homocystéine se condense à la sérine à cet endroit-là pour former la cystathionine qui n'est pas encore indiquée ici mais qui va être indiquée dans un instant. Et c'est lorsque vous avez un déficit de cette enzyme, d'une part vous ne synthétisez plus de cystéine, donc il va falloir en apporter, puisque la cystéine devient donc un acide aminé essentiel puisqu'on n'en fabrique plus. D'une part vous n'en fabriquez plus, et d'autre part, eh bien, vous accumulez cette molécule qui semblerait être la molécule qui est la cause de tous les problèmes que l'on a vus, les problèmes de neurotoxicité, les problèmes d'ostéoporose, les problèmes vasculaires et probablement les problèmes que vous retrouvez au niveau de la luxation du cristallin, et c'est elle qui entraîne tous ces problèmes chez les patients. Alors, si je complique un peu la voie métabolique, la voilà,
c'est une voie qui est extrêmement compliquée, hein, c'est pour ça que j'essaie de la donner le plus simplement possible dans un premier temps. Et bien cette méthionine, hein, qui est assez essentielle, qui intervient dans la synthèse des protéines, eh bien elle va permettre la synthèse, on va pouvoir à partir d'elle synthétiser la cystéine, mais pour cela, il va falloir d'abord se récupérer. Est-ce que vous vous souvenez de la structure de la méthionine? La méthionine, c'est un acide aminé soufré qui, sur son soufre, présente un méthyle. J'aurais peut-être dû vous redonner sa structure, qui présente un méthyle. Et ce méthyle, il est très important parce que la méthionine va être le principal donneur de méthyle de l'organisme. Et donc, toutes les réactions de méthylation, la méthylation de l'ADN, la méthylation, tout à l'heure on a vu le passage de la noradrénaline à l'adrénaline, c'était une réaction de méthylation. Toutes les réactions de méthylation de l'organisme passent par cette méthionine. Mais la méthionine, elle ne peut pas le faire comme ça simplement, il faut d'abord l'activer. Et on l'active grâce à l'ATP et on forme une molécule qui est la S-adénosylméthionine, encore appelée la SAM. Et la SAM, c'est le principal donneur de méthyle de l'organisme. Et donc quand la méthionine a donné son méthyle, eh bien, on va obtenir cette S-adénosylhomocine, on va pouvoir désactiver le système, si je puis dire, et donc la méthionine va se transformer en homocystéine. Et donc, l'homocystéine, ce n'est rien d'autre que la méthionine qui a perdu son méthyle. Rien d'autre que ça. Et entre homocystéine et cystéine, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, la seule différence, c'est un carbone en plus, c'est-à-dire que l'homocystéine est un analogue supérieur de la cystéine. Tout simplement. Et donc, pour faire ça, pour passer de l'homocystéine en cystéine, il va falloir passer d'abord par une réaction de condensation avec la sérine pour former la cystathionine. Et la cystathionine va pouvoir être coupée, scindée en cystéine et alpha-cétobutyrate. Et donc, c'est une autre enzyme qui intervient, qui est la cystathionase. L'enzyme qui m'intéressait ici, c'était cette cystathionine bêta-synthase qui fonctionne avec comme cofacteur la vitamine B6. Et comme je vous ai dit, il y a des patients qui ont simplement une anomalie, hein, au niveau de la vitamine B6, hein, un déficit, si je puis dire, un déficit en B6, ou pas obligatoirement un déficit, mais incapacité de fixer correctement la B6. Et donc, si vous mettez beaucoup de B6 chez ces patients, si vous les vous boostez avec de la B6, eh bien ça va marcher et ils sont complètement normaux. C'est ce qu'on appelle les patients B6 sensibles. Alors, cette réaction-là, c'est ce qu'on appelle la voie de la transsulfuration, hein, puisqu'on transfère finalement la méthionine en cystéine. On appelle ça donc transsulfuration. Mais vous voyez ici que l'homocystéine, elle est un carrefour métabolique. Et ce carrefour métabolique fait que l'homocystéine est capable de redonner de la méthionine. Et donc, qui va permettre de reméthyler l'homocystéine? Eh bien, c'est essentiellement cette voie métabolique qui est la voie des folates. Et la voie des folates, elle est très importante, puisque c'est à ce niveau-là, hein, les folates, c'est une vitamine, c'est la vitamine B9, et c'est cette vitamine qui va permettre d'une part, de transporter des groupements monocarbonés et de les transférer. Et ils vont avoir un rôle essentiel dans la synthèse des bases puriques et pyrimidiques. Donc, les folates, rôle essentiel dans la synthèse de l'ADN. Et vous allez voir que vous avez des antimitotiques qui agissent au niveau de ces antifoliques, de ce cycle des folates. On va voir tout à l'heure le méthotrexate, je vais vous montrer où il agit. Et puis, vous avez également des dérivés qui agissent. Ici, cette molécule qui est la 5,10-méthylène tétrahydrofolate, donc un dérivé de ces folates, et un dérivé qui a fixé un groupement monocarboné, et bien à partir de là, on va pouvoir fabriquer, à partir de l'uridine, la thymidine. Donc, essentiel dans la synthèse de l'ADN. D'accord? Donc, vous voyez, ces folates sont très importants. Alors, ce que je voulais vous raconter, détailler la voie de la transsulfuration, donc détailler cette voie que vous avez ici. Alors, avant peut-être d'aller plus loin, de parler de la transsulfuration, je vous ai dit que la reméthylation passait essentiellement par cette voie-là, mais elle peut également, alors ça ne se fait pas partout, ça se fait exclusivement dans le foie et un peu dans le rein. Il y a une enzyme qui est capable, à partir de d'une molécule de bétaïne, de reméthyler l'homocystine en méthionine. Alors, on est content de le savoir, non pas parce que c'est essentiel
pour cette voie métabolique, mais ça peut, pour nous, ça va être un traitement, pour les cliniciens, ça va être un traitement important, puisqu'on va pouvoir, pour des patients qui auront ce déficit-là, qui accumulent de l'homocystéine, pouvoir leur donner de la bétaïne par voie orale pour permettre de reméthyler, en tous les cas, de suppléer à cette reméthylation de la voie des folates et surtout de suppléer à cette voie qui ne marche pas, essayer de reméthyler l'homocystéine en méthionine, puisque manifestement, c'est l'homocystéine qui est la molécule toxique et qui conduit à toutes ces anomalies et toutes ces modifications que l'on a vues chez l'individu qui présente ces déficits. Et puis évidemment, on pourra traiter en donnant, bien évidemment, pour reméthyler, stimuler cette voie-là, on va pouvoir donner des folates. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de la vitamine B12. Bien, la vitamine B12, regardez ce qu'elle fait, la vitamine B12. Elle est le cofacteur de cette enzyme qui permet de reméthyler l'homocystéine en méthionine. Et donc, la vitamine B12, on a vu qu'elle était le cofacteur de la transformation du propionyl-CoA en succinyl-CoA. Méthylmanil-CoA donné succinyl-CoA, c'était une enzyme qui était B12 dépendante et elle est aussi le cofacteur de cette enzyme-là. Et c'est seulement à ces deux endroits-là qu'elle intervient en tant que cofacteur, mais c'est vachement important. Alors la voie de la transfluoration, très rapidement, c'est la transformation homocystéine, cystéine et sulfate, en sulfate. L'homocystéine, c'est le produit des réactions de méthylation qui impliquent la méthionine. Je rappelle, c'est juste résumer ce que je vous ai montré sur la voie métabolique, que la méthionine est le principal donneur de méthyle, donc c'est vraiment les mots-clés. Et la CBS, la voie de la transfluoration, c'est donc la transformation de l'homocystéine en cystéine. Et pour ça, ça se fait au moyen de deux enzymes. La première, celle qui nous intéresse, dont j'ai parlé longuement, c'est la cystathionine bêta-synthase, avec comme cofacteur obligatoire la vitamine B6, enfin, sous forme de phosphate de pyridoxale. Et la deuxième, c'est la cystathionase, qui scinde cette molécule condensée entre l'homocystéine et la sérine, qui est la cystathionine, en cystéine et alpha-cétobutyrate. Et puis ensuite, la cystéine va être transformée en sulfate et pyruvate. Et vous voyez qu'elle va rentrer de cette manière-là dans le cycle de Krebs. Alors, la voie de la reméthylation. La reméthylation, c'est donc la reméthylation, ce que je vous ai montré sur le cycle, de l'homocystéine en méthionine via la méthionine synthase qui est B12 dépendante et une voie qui est seulement présente dans le foie et le rein, qui est la voie de la bétaïne. Ici, lorsque j'utilise la voie des folates, eh bien, la molécule qui va me donner, alors le méthyle, même si je vous ai dit que toutes les réactions de méthylation, principalement toutes les réactions de méthylation de l'organisme passaient par la méthionine, eh bien ici, il y a une réaction qui ne passe pas exactement par la méthionine, puisque les folates sont aussi des transporteurs de groupements monocarbonés et des transporteurs et des molécules qui transfèrent ce groupement monocarboné. Et bien là, il va y avoir un transfert de groupements monocarbonés pour redonner, à partir de l'homocystéine, pour redonner de la méthionine. Voilà, donc c'est ce que je vous ai redéfini ici. Donc c'est redit d'une autre manière ce que je vous ai montré sur le schéma métabolique et sur quoi je vais peut-être insister un tout petit peu plus parce que c'est plus intéressant que ces voies métaboliques pour vous, c'est vous raconter l'histoire de cette molécule d'homocystéine. En 62, on a fait les premiers diagnostics de déficit en cystathionine bêta-synthase et on a décrit les premiers patients homocysténuriques dits classiques. Bien depuis lors, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur cette molécule d'homocystéine et on a considéré depuis que l'homocystéine était un facteur de risque en excès, c'est-à-dire que lorsque l'on dépasse cette dose que l'on a considérée comme étant la valeur normale de 15 micromolaires, on pense que l'homocystéine peut être un facteur de risque vasculaire. Et donc il y a eu pléthore de gens qui se sont intéressés au sujet. Et donc, vous voyez, pratiquement 7 ans après, il y a un certain Maculi qui a fait une hypothèse qui a fait l'hypothèse de l'augmentation modérée, non pas les augmentations qu'on a vues chez les patients CBS, avec des augmentations qui sont considérables, qui sont 10 fois la normale, voire 20 fois la normale. Eh bien, ils ont montré, ou ils ont pu définir qu'une petite augmentation d'homocystine pouvait être associée à une augmentation du risque cardiovasculaire.
Et d'ailleurs, d'autres ont montré que chez les patients homocysténurie classiques, hein, ils ont pris 158 patients et ils ont dénombré, vous vous rendez compte, c'est considérable, ils ont dénombré chez ces patients 253 accidents thromboemboliques. Et ils ont montré également que tous les patients homocysténuriques faisaient tous un accident vasculaire avant 30 ans, tous. Il n'y en a pas un qui échappait. Et donc de là à dire l'homocystine, c'est lui qui est impliqué dans les problèmes vasculaires, ben, il n'y a eu qu'un pas à faire et ce pas a été franchi. Alors du coup, je vous dis, ça a été, si vous prenez la littérature, si vous regardez un peu PubMed, vous sortez homocystine, vous allez voir, il y a un nombre de publications qui sort chaque année qui est considérable. Et donc d'autres travaux, et ça ce sont des travaux de méta-analyse que je vous donne ici, je vous donne les résumés un petit peu de la littérature, c'est que 12 à 42% des sujets qui présentent des accidents thromboemboliques, là on travaille dans l'autre sens.